À la fin de juillet 1588, une énorme flotte est apparue juste au large du Lizard, Cornwall. La flotte avait quitté son port à Corunna avec plus de 137 navires. Elle était maintenant légèrement réduite, mais comptait toujours bien plus de 120 navires. Mais pourquoi cette énorme collection de navires bon marché naviguait sous la bannière du roi d'Espagne pour attaquer le royaume d'Angleterre est finalement répondue par deux événements qui ont eu lieu plus d'un demi-siècle auparavant, bien qu'ils aient eu lieu à seulement 2 ans d'intervalle au début des années 1530. En 1534, le roi Henri VIII, fatigué de négocier avec le pape pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, a déclaré que l'Église d'Angleterre serait séparée de l'Église catholique romaine. Bien que les croyances des deux organisations soient restées relativement alignées au départ, elles divergeraient de plus en plus rapidement au cours des décennies suivantes, à tel point qu'une tentative de ramener l'Angleterre au catholicisme par sa fille, la reine Mary, qui comprenait également une alliance matrimoniale avec l'Espagne, a rencontré une grande résistance et un déplacement encore plus loin dans ce qui devenait connu sous le nom de protestantisme, sous le règne de la reine Élisabeth I, successeur de Mary. Cela a créé une grande tension religieuse entre les deux royaumes qui a, à son tour, conduit à un certain nombre de décisions politiques spécifiques des deux côtés, du soutien tacite d'Élisabeth aux rebelles néerlandais qui tentaient de chasser l'Espagne de ce qui était, à ce stade, les Pays-Bas espagnols, au roi Philippe II appelant et recevant la bénédiction du pape pour son expédition, faisant de la navigation éventuelle de l'armada autant une croisade qu'un mouvement politique. 2 ans avant cette divergence, en 1532, était un autre point de départ pour la tension entre les deux royaumes. Cette année-là, Francisco Pizarro a mené un groupe de conquistadors dans les montagnes des Andes et a commencé ce qui deviendrait finalement le renversement de l'empire Inca. Bien que l'empire aztèque ait été conquis par Hernán Cortés un peu plus tôt, l'empire Inca était beaucoup plus riche en or, argent et pierres précieuses. Ces derniers étaient ensuite extraits et expédiés le long de la côte pacifique à travers l'Amérique centrale, chargés sur des navires de trésors, et envoyés à travers l'Atlantique vers l'Espagne qui est devenue fabuleusement riche et a utilisé les métaux précieux qui étaient ensuite transformés en pièces de monnaie pour financer des expéditions militaires de plus en plus grandes, entre autres choses. Bien sûr, déverser autant d'or et d'argent dans un bassin économique relativement limité entraîne une inflation inévitable. Mais lorsque vous contrôlez plus de 60% de la production mondiale d'argent, dont une grande partie provient de la montagne de Potosí dans ce qui est maintenant la Bolivie, vous extrayez simplement encore plus de métal. Les autochtones, à travers l'Empire espagnol d'Amérique du Sud et centrale, étaient souvent considérés à ce stade comme une main-d'œuvre entièrement jetable au service de l'extraction des ressources, et initialement ils étaient réduits en esclavage à grande échelle. Bien que l'introduction de nouvelles lois interdise techniquement cela, diverses formes d'esclavage effectif ont continué, principalement en abusant du système de travail comme impôt préétabli par les Incas. Ceux-ci, ainsi que les maladies européennes, ont ravagé les populations autochtones et donc, en retour, des esclaves africains ont été importés pour augmenter généralement les nombres et plus spécifiquement pour remplir des rôles où des esclaves étaient explicitement requis. Comme les colonies espagnoles avaient peu besoin des marchandises commerciales anglaises les plus courantes de l'époque, divers capitaines ont cherché d'autres moyens de mettre la main sur une partie de cette immense richesse qui était transportée hors du Nouveau Monde. L'une de ces tentatives a été une série de voyages de traite des esclaves menés par John Hawkins et Francis Drake, mais les autorités espagnoles voulaient un système économique fermé afin que le plus de richesses possible reste entre les mains espagnoles, où bien sûr elles pouvaient être lourdement taxées et ainsi retourner à la couronne. Cela a abouti à la bataille de San Juan de Ulloa en 1568, détruisant une grande partie de l'escadron que Hawkins et Drake avaient amené avec eux et les mettant sur un chemin d'inimitié avec l'Empire espagnol dans son ensemble. Avec la perspective de toutes sortes de commerces avec les colonies espagnoles plutôt entravées, Drake et les autres se sont plutôt tournés vers la course et ont commencé une série d'attaques sur les colonies et les navires espagnols qui visaient simplement à voler autant d'or, d'argent et de gemmes que possible. Telle était la disparité de richesse entre l'Espagne et l'Angleterre à l'époque, que certaines des missions anglaises les plus réussies ont rapporté plus d'argent à la reine et à la cour, qui étaient souvent des investisseurs dans ces projets, que l'ensemble des revenus annuels du gouvernement pour le royaume
Pour référence, cela équivaudrait aujourd'hui à quelqu'un qui arrive sur la Tamise avec un convoi de navires transportant un peu plus de 2 billions de livres en biens volés. Et pour mettre cela en perspective, notre Drake moderne devrait se présenter avec une ligne de conga complète composée de navires transportant presque chaque baril d'huile produit au cours de l'année passée, ou simplement l'un des plus grands pétroliers actuels du monde avec ses cales remplies aux 2/3 d'encre pour imprimante couleur. Quoi qu'il en soit, entre les déprédations des corsaires anglais, l'ingérence anglaise aux Pays-Bas et l'exécution de Marie reine d'Écosse, Philippe II d'Espagne a estimé qu'il en avait plus qu'assez des manigances anglaises et a décidé de mettre fin à tous ces problèmes d'un seul coup en envahissant le pays et en le faisant une autre partie de l'Empire espagnol. Ceci est, bien sûr, une version très raccourcie de 50 années de hostilité intermittente et d'alliances occasionnelles entre les deux pays, mais nous pourrions être ici pendant des heures à passer en revue le prologue de l'événement principal, si nous entrions dans les détails extrêmes, mais nous allons couvrir la dernière montée en détail un peu plus maintenant. Plus immédiatement, donc en 1580, moins d'une décennie avant que l'Armada ne navigue, Philippe avait réussi à se faire couronner roi du Portugal dans une sorte de prise de contrôle hostile. Cela a ajouté la puissance et l'expertise considérable de la flotte portugaise à son propre pouvoir. Alors que les tensions s'intensifiaient au cours des années 1580, l'idée d'une sorte d'attaque majeure contre l'Angleterre grandissait également. En 1583, le marquis de Santa Cruz, un homme avec une réputation méritée d'admiral redoutable et réussi, a achevé la conquête des Açores, l'un des derniers bastions de la résistance portugaise, et il a suggéré que son attaque navale et amphibie soit modifiée pour être utilisée contre l'Angleterre en 1584, l'année suivante. Ce plan prévoyait de naviguer sur la Tamise jusqu'à Londres, de saisir la capitale et de faire appel aux troupes des Flandres pour occuper le reste du pays. Cependant, bien que cela ait été discuté en détail, le plan a finalement été mis de côté car Philippe voyait initialement un besoin plus immédiat d'utiliser les troupes vétérans de Santa Cruz pour nettoyer ethniquement la Castille, bien qu'en fin de compte, elles aient été envoyées aux Pays-Bas espagnols où elles ont renforcé l'armée des Flandres et aideraient finalement à la capture d'Anvers quelques années plus tard. Cela a partiellement répondu à l'exigence que le duc de Parme, le neveu de Philippe et commandant de l'armée des Flandres, avait fixé dans son propre plan, à savoir que la soumission des Pays-Bas devrait être totalement, ou du moins substantiellement, achevée avant qu'une partie majeure de ses forces ne soit réservée pour des opérations transmanche. Puis, en 1585, un nouveau pape, Sixte V, est arrivé au pouvoir, et il semblait être très désireux d'écraser les hérétiques en général et d'envahir l'Angleterre en particulier. À ce stade, alors que la campagne des Pays-Bas était encore très active, Philippe était initialement un peu réticent à l'idée de diviser ses forces, mais la guerre ouverte a été déclarée la même année alors que les rebelles hollandais, désespérés par le siège d'Anvers, qui entrait alors dans sa phase finale, ont signé le traité de Nonsuch, qui engageait pleinement l'Angleterre à soutenir ouvertement leurs efforts de guerre, y compris l'occupation de 4 villes fortifiées sur les approches d'Anvers. Le traité offrait également à Élisabeth la souveraineté sur les Pays-Bas, mais c'est en fait une clause qu'elle a refusée dans le but d'éviter une guerre totale avec l'Espagne. Cette série d'événements a conduit à la saisie de tous les navires anglais qui se trouvaient dans les ports espagnols, et cela a à son tour conduit à des attaques sur les flottes de pêche espagnoles dans l'Atlantique Nord, et donc vous étiez effectivement en état de guerre ouverte, même si techniquement les lettres formelles de déclaration n'avaient pas réellement été échangées. Les Anglais ont bougé en premier, avec une série d'attaques supplémentaires sur les possessions espagnoles dans les Amériques qui comprenaient la capture du navire à trésor Santa Ana. La menace anglaise sur le territoire, les finances et les ressources de Philippe l'a fait changer d'avis sur le fait de les laisser jusqu'à l'écrasement total des Hollandais. En octobre 1585, il a accepté l'appel du pape à envahir l'Angleterre, mais a averti que, puisque la décision était prise si tard dans l'année, il n'y avait aucune chance que l'expédition soit lancée en 1586 et qu'elle devrait attendre jusqu'en 1587. 3 options ont été initialement envisagées. Premièrement, former une flotte massive, briser directement les navires anglais et transporter l'armée des Flandres à travers la côte sud de l'Angleterre en une seule attaque brutale à point fermé. La flotte pourrait aussi débarquer ses troupes en Grande-Bretagne dans une attaque surprise
similaire à la manière dont le grand-père d'Élisabeth, le futur Henri VII, avait débarqué ses propres forces au pays de Galles avant d'affronter le roi Richard III, où la flotte pourrait attaquer l'Irlande, attirant les forces anglaises pour y combattre, suivies par l'armée des Flandres se dirigeant vers Londres désormais sans défense. En février 1586, Santa Cruz a proposé de commander une telle attaque et a proposé sa propre variation sur le thème. Cela nécessitait une flotte de 150 navires qui transporterait 55 000 troupes avec 400 navires de soutien supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la flotte principale. Cette formation naviguerait strictement en défense, peut-être avec une attaque de diversion sur l'Irlande, mais la majeure partie de la flotte se dirigerait vers le Kent, où 200 navires de débarquement spécialement construits seraient soutenus par pas moins de 40 galères et 6 galéas, qui étaient beaucoup plus adaptés pour le travail côtier rapproché que les grands galions de haute mer, et ces navires transporteraient les hommes et le convoi de siège jusqu'à la côte, où ils marcheraient ensuite pour Londres, puis pour le reste du royaume. Peut-être en surestimant les choses face à une réduction inévitable de ses ambitions, Santa Cruz a peut-être été un peu surpris lorsque Philippe a donné ses instructions en avril. Santa Cruz formerait les navires de combat à Lisbonne, le duc de Medina Sidonia reprendrait les troupes et les navires de ravitaillement dans la région d'Andalousie, tandis qu'un autre marin expérimenté, Juan Martinez de Aracalde, formerait un grand escadron de transport dans la région cantabrique. Tous ces éléments ont été réunis à Lisbonne et ont navigué pour exécuter le plan de Santa Cruz sous sa direction. Mais ce plan a été perturbé lorsqu'une flotte anglaise dirigée par Drake a capturé et pillé Santo Domingo, capitale des Caraïbes espagnols, ce qui a alors provoqué l'envoi de certains des navires soigneusement préparés par Santa Cruz à travers l'Atlantique pour chasser les forces anglaises. Pendant ce temps, le duc de Parme a proposé d'utiliser la flotte de Santa Cruz uniquement comme diversion, pendant qu'il mettait 30 000 de ses propres hommes sur des barges de mer et naviguait vers Douvres. Tout cela a mené Philippe à publier un plan révisé. Une flotte beaucoup réduite de 120 navires attaquerait soit l'Irlande, soit le pays de Galles, débarquant tous leurs troupes là-bas. Cela fournirait l'ouverture pour Palmer pour mettre en œuvre son idée et aller vers Londres, avec Medina Sidonia qui suivrait avec des troupes fraîches et des fournitures pour permettre aux troupes de la flotte d'avancer comme le marteau contre l'enclume de Palmer pour écraser toute résistance restante. Marie, reine des Écossais, devrait alors être placée sur le trône avec un mari espagnol choisi par Philippe, et dans le cas du pire scénario possible et les Anglais combattant d'une manière ou d'une autre les troupes espagnoles aguerries jusqu'à une impasse, ils ne devraient quitter le pays que lorsque la pleine liberté pour les catholiques anglais, un retrait des troupes anglaises des Pays-Bas et une grande somme d'argent sous forme d'indemnité auraient tous été sécurisés, à la fois pour payer cette expédition massive et pour appauvrir l'Angleterre, ce qui l'empêcherait alors de revenir facilement sur sa parole une fois que les troupes espagnoles auraient quitté. Tout cela devait être réalisé durant l'été 1587. Une dernière révision, en juillet 1586, est venue de Philippe. L'attaque sur l'Irlande allait se poursuivre, mais les forces de Palmer devaient rester en place. Après 2 mois, ce qui permettrait d'envoyer le maximum de troupes et de navires anglais en Irlande pour tenter d'arrêter les Espagnols, l'armée rembarquerait ensuite et remonterait la Manche, rejoignant Palmer, débarquant ses propres troupes et celles de Palmer dans le Kent, puis marchant vers Londres. Alors que les travaux sur la flotte et les troupes commençaient, Philippe s'efforçait de couper l'Angleterre sur le plan diplomatique, bien qu'en février 1587, Élisabeth ait fait la majeure partie de son travail pour lui en exécutant Marie-Reine des Écossais. Cela a mis un frein au plan de qui serait réellement en charge de l'Angleterre par la suite, mais sinon cela n'a fait qu'encourager les efforts espagnols. Reconnaissant que la pleine force de l'Empire espagnol, sous un chef de bataille aussi expérimenté que Santa Cruz, était peu susceptible de permettre une défense particulièrement réussie, au début de 1587, on ordonna à Drake de prendre une flotte pour l'Espagne afin de prévenir, ou du moins de retarder, le départ de la flotte espagnole. Bien que plusieurs tempêtes minent aient fait obstacle, à la fin d'avril, la flotte anglaise avait atteint la baie de Cadix, où une bonne partie de la flotte ennemie était en train de se rassembler. En attaquant les navires espagnols sur leur passage, les 29 et 30, la flotte anglaise a écarté la petite force de galions présents pour garder le port et s'est abattue sur les navires de ravitaillement en brûlant 27 et en capturant 4 autres navires entièrement chargés, ne laissant que 6 intacts dans les différentes zones plus difficiles d'accès du port.
Capturant un galion au trésor espagnol sur le chemin du retour, cette expédition, qualifiée par Drake de brûlure de la barbe du roi d'Espagne, a retardé le lancement de l'armada car de nouveaux navires et approvisionnements devraient être rassemblés, mais cela signifiait seulement que la flotte naviguerait en 1588 au lieu de 1587, car Philippe était déterminé à ce que ses plans ne soient pas déjoués. Tout à fait conscient de cela, Drake est revenu avec la bonne nouvelle de son succès et l'avertissement que l'Angleterre devait maintenant être préparée autant que possible à résister à une attaque par la mer, principalement en renforçant sa flotte. Cependant, cet épisode sert à illustrer à quel point l'Espagne était puissante à cette époque. Loin d'être un désagrément mineur qui entraînerait un simple retard, le raid de Drake sur Cadix était, selon toute norme raisonnable de l'époque, un désastre totalement sans atténuation pour les Espagnols. C'était une période où la nourriture en surplus, qui pouvait ensuite être conservée pour un stockage à long terme, n'était pas exactement présente en grande quantité. La perte de milliers de tonnes de fournitures soigneusement rassemblées à travers l'Europe était déjà assez grave, mais les navires eux-mêmes représentèrent également d'énormes investissements. Chaque navire espagnol de taille importante qui pouvait être épargné pour gérer l'Empire avait été intégré à l'armada, tout comme une bonne partie des plus grands navires marchands d'Europe. Des navires hollandais, allemands, vénitiens, génois et autres grands navires avaient été saisis dans les ports espagnols pour servir dans l'armada, l'équivalent d'une nation moderne se préparant à la guerre, saisissant les navires amiraux de Mediterranean Shipping Company, Maersk, Evergreen et Hapag-Lloyd aujourd'hui. En termes modernes, le raid a causé à lui seul environ 600 milliards de livres de dommages. Malgré les efforts de la flotte anglaise pour capturer des positions sur la côte portugaise et saisir un escadron espagnol en mer, rien n'a abouti et la flotte a dû rentrer progressivement chez elle. Mais malgré ces pertes catastrophiques, l'Espagne a pu faire face à cela. L'approvisionnement en or et en argent de l'Amérique du Sud n'a été que peu interrompu, et donc des ordres ont de nouveau été envoyés à chaque port et ville que l'Espagne possédait ou avec lesquels elle commerçait pour envoyer des remplacements pour la nourriture, les boissons, les barils, les navires et autres équipements qui avaient été perdus. Tout cela serait fourni en quelques mois seulement, bien que certains des meilleurs navires de fret d'Europe ne soient plus que des carcasses brûlées, et qu'il n'y ait pas assez de temps pour construire de nouveaux navires de la même taille et qualité globale, sinon en quantité, les navires de ravitaillement de l'armada souffriraient quelque peu dans l'ensemble. Alors que tout cela était en cours, il y avait aussi une période de confusion, car bien sûr les Espagnols n'avaient aucune idée de l'endroit où la flotte de Drake aurait pu aller après avoir quitté Cadix, ce qui signifiait que les navires et les flottes des Caraïbes à l'Inde étaient laissés dans le chaos alors que les ordres et contre-ordres de naviguer ensemble, d'attendre de naviguer immédiatement, de former des groupes d'escorte ou de tenter de présenter trop de cibles individuelles, allaient et venaient à travers la terre et la mer via le système de messagerie quelque peu fiable du XVIe siècle. L'incident a également renforcé la détermination espagnole, voyant l'empire impérial et commercial espagnol ordonné plonger dans le chaos, alors que divers officiels essayant de deviner où les Anglais pourraient apparaître ensuite, le secrétaire d'État de Philippe, Don Juan de Idiaques, a écrit « Avec les Anglais établis en Hollande et en Zélande, ainsi que leur infestation des Amériques et des hautes mers, il semble que les mesures défensives ne peuvent pas tout gérer. Au contraire, cela nous oblige à brûler leurs maisons. » L'effet final du raid sur Cadix a été de contraindre à une révision du plan d'attaque de l'armada. Le duc de Parme n'était de toute façon pas un grand fan de cela. En octobre, il a souligné qu'il serait probablement au-delà de la capacité de l'Espagne de déployer assez de troupes pour défendre les gains réalisés aux Pays-Bas et une armée pour essayer de envahir l'Irlande et une armée pour envahir et tenir l'Angleterre en même temps. Il a également été souligné à ce stade que presque tout le monde en Europe semblait connaître les plans espagnols existants, et donc c'était une chose risible de dire qu'il y aurait un quelconque élément de surprise. Il a été suggéré de remplacer l'Irlande par l'île de Wight, mais cela a également rencontré une résistance. Dans une déclaration quelque peu prophétique que Philippe a, d'une manière ou d'une autre, oubliée plus tard, il a noté que naviguer dans le chenal sans un port en eau profonde sûr et sécurisé pour l'armada déjà entre les mains des Espagnols laisserait celle-ci à la merci du temps et des forces ennemies qui connaîtraient les conditions côtières et le temps bien mieux que l'armada ne le faisait. Les idées continuaient d'être soulevées et rejetées. À un moment donné, le plan était que l'armada retienne l'Irlande en otage au lieu de remonter le chenal, laissant Parma attaquer l'Angleterre lui-même.
Un changement plus permanent, cependant, a été la combinaison de la force d'attaque principale de Santa Cruz avec la deuxième vague de Medina Sidonia en une seule flotte plus grande, qui a été encore complétée par les galions et les transports plus grands qui avaient précédemment été dédiés aux convois transatlantiques d'or et d'argent et qui ont maintenant été ajoutés pour faire bonne mesure. Juin 1587 a vu l'Irlande sortir complètement de la course, avec l'Armada visant maintenant à attaquer quelque part sur la côte sud de l'Angleterre, tandis que Palmer frappait le Kent et les catholiques écossais, à qui Philippe enverrait de l'argent, se soulèveraient ostensiblement et causeraient des distractions dans le nord. Mais à présent, la situation se dégrade. Don Juan de Zúñiga, qui avait conçu le plan original et avait été vital dans les efforts d'organisation depuis, est mort, et peu après la santé de Philippe s'est effondré sous la contrainte d'essayer de microgérer un empire et une opération militaire majeure pratiquement à lui seul. Medina Sidonia a pris en charge l'organisation des différents escadrons, naviguant depuis leurs ports respectifs vers les rassemblements beaucoup plus importants, et ainsi les choses ont continué tranquillement pendant l'été de 1587 jusqu'à ce que le roi se rétablisse au début de l'automne. Avec sa santé quelque peu rétablie et maintenant de retour aux commandes, Philippe a émis un autre plan qui resterait essentiellement inchangé jusqu'à ce que l'Armada prenne la mer. La flotte rassemblée dans le Tage mettrait le cap sur Margat en la sécurisant et en envoyant à l'avance des nouvelles de son arrivée à Parma. L'objectif de ce mouvement était d'empêcher les navires anglais de la côte sud de se joindre à des renforts de la côte est, ce qui laisserait soit la flotte trop faible pour rivaliser avec l'Armada. L'Armada débarquerait ses troupes avec l'armée de Parme et marcherait sur Londres. Il n'a pas précisé si l'Armada escorterait les troupes de Parma à travers la Manche ou simplement attendrait son arrivée. Philippe voulait que la flotte navigue cet hiver, mais les dégâts causés par la tempête et la simple logistique ont vu Santa Cruz résister à de telles demandes, menaçant même de démissionner du commandement de la flotte entièrement et de naviguer avec elle simplement en tant que volontaire. Cependant, il y avait aussi une série de lettres confuses à Palmer au début, lui disant d'attendre l'Armada, puis de faire cavalier seul, et comme la flotte anglaise s'était déplacée à Plymouth, alors de ne pas prendre de risques. La pensée que Palmer aurait pu prendre le risque a poussé Philippe à demander à Santa Cruz de naviguer d'urgence avec seulement 35 navires à un moment donné, juste au cas où, ce qui a amené Santa Cruz à dire effectivement à Philippe de se retirer autant qu'il pouvait dire une telle chose à son roi. Palmer était tout aussi confus par les missives, mais en tant que professionnel aguerri, il a décidé de rester sur place car il savait mieux que quiconque qu'il ne fallait pas naviguer avec ses troupes sur des barges complètement non protégées face à une flotte de navires hollandais à faible tirant d'eau qui grandissait rapidement. Tout cela a eu une conséquence bénéfique non intentionnelle pour l'Espagne. Grâce à Burleigh, le maître espion d'Élisabeth, les officiels anglais lisaient la plupart des communications de Philippe concernant toute cette affaire, ce qui serait normalement une bonne chose pour eux, mais la série interminable et déroutante d'ordres et de contre-ordres mutuellement contradictoires a laissé les Anglais complètement confus quant à ce que les Espagnols faisaient ou ne faisaient pas. En conséquence, 2 flottes anglaises sous Howard et Drake ont été laissées aérer sur les mers en essayant de couvrir l'ensemble des côtes anglaises et irlandaises, tout en gardant un œil sur Parma. Il a fallu du temps et beaucoup de discussions avant que la flotte anglaise ne soit finalement ordonnée de se concentrer à Plymouth, avec pour objectif de prendre des provisions, puis de se diriger vers la côte ouest de l'Ibérie pour essayer d'intercepter et de détruire l'Armada dans ou près de ses ports d'attache. 87 navires ont pris la mer dans ce but, mais ont été contraints de faire demi-tour une semaine plus tard après avoir peu progressé face à de forts vents contraires. Inconnu d'eux, à ce moment-là, l'Armada était en réalité déjà en mer, mais en remontant un peu le temps, dans l'intervalle entre la fin de 1587 et la fin du printemps 1588 en Espagne, Philippe avait dû faire face à un dernier obstacle très préoccupant. Une délégation du roi est arrivée à Lisbonne le 30 janvier 1588 pour trouver Santa Cruz gravement malade et essayant de continuer les préparatifs de la flotte depuis son lit de malade quand il avait l'énergie et la lucidité. 10 jours plus tard, il était mort. Il semblait que l'Armada s'éteignait avec lui, les navires pourrissaient dans le port par manque d'utilisation et donc de maintenance, les provisions fraîchement rassemblées moisissaient dans leurs barils et les hommes de la flotte, soldats et marins, succombaient à la même épidémie de typhus qui venait d'emporter leur commandant.
Dans tout cela, un nouveau commandant a été rapidement nommé, Don Alonso P. Sire de Guzman el Bueno, mieux connu de l'histoire sous le nom de duc de Medina Sidonia, qui, comme nous l'avons déjà vu, et contrairement au mythe selon lequel il a été complètement parachuté dans ce rôle, avait en fait déjà été fortement impliqué dans les préparations de l'armada et, dans le plan initial, avait été supposé diriger la deuxième vague de navires. C'était un administrateur et organisateur exceptionnel et il n'aurait besoin que de 2 mois pour renverser complètement la situation et mettre l'armada en mer en bon ordre. Il avait également une vaste expérience du combat sur terre. Il avait une énorme expérience dans la préparation du départ de la flotte annuelle de trésors, mais il n'avait absolument aucune expérience en matière de commandement d'une flotte en mer et il le savait. Il a en fait refusé la nomination purement et simplement, déclarant qu'il était prêt à mettre la flotte en forme et à la mer, mais un autre marin plus expérimenté doit être placé au commandement une fois cela fait. Mais la lettre a été interceptée par les conseillers de Philippe qui l'ont ensuite intimidé pour qu'il accepte le poste sans la montrer au roi. Acceptant son sort, Medina Sidonia s'est alors lancé dans le travail, localisant d'abord le marin le plus expérimenté de la flotte et exigeant qu'il soit nommé comme second en commandement. Il s'agissait de Juan Martinez de Arracalde qui arborait son drapeau sur le puissant San Juan de Portugal de 50 canons. Puis il s'est mis à localiser tout, des réserves d'eau fraîche à la poudre à canon, en passant par plus de munitions, des mousquets, puis à redistribuer la plupart de l'artillerie lourde afin qu'elle puisse réellement être utilisée par les navires sur lesquels les canons étaient montés. L'argent espagnol a maintenant assuré qu'un soulèvement à Paris a paralysé la France, et le duc de Leicester envoyé aux Pays-Bas pour aider a réussi à chaque tour à aggraver la situation à tel point que certains ont spéculé qu'il aurait pu être acheté par Palmer. Ayant coincé les Hollandais dans un coin, Palmer a ensuite cherché à les contenir tout en menant les Anglais en bateau avec diverses négociations. La cause hollandaise n'était pas perdue, mais la plupart de leurs forces étaient bloquées dans des garnisons. Sans l'aide anglaise, leur armée était trop petite pour menacer les préparatifs de Parma pour une invasion transcanale. Les seuls bémols étaient des garnisons anglaises et hollandaises occupant des villes fortifiées bloquant les accès maritimes vers Anvers, et la petite flotte hollandaise patrouillant le long de la côte. Mais si l'armada pouvait atteindre Parma, alors les galères et les galiotes de la flotte, du moins, seraient en mesure de dégager un chemin pour la majorité de la flotte pour les navires de Parma, et donc ses hommes. Conscient des récentes déprédations commises par de nouvelles galères anglaises rapides sur les convois qu'il avait précédemment organisés vers le Nouveau Monde, Medina Sidonia a pris en main un certain nombre des plus grands galions et navires marchands, raisonnant que si aucun des navires espagnols n'était capable de poursuivre les navires anglais, alors ils devraient plutôt être armés de l'artillerie la plus lourde et la plus longue portée possible, afin de détruire tout ce qui se trouvait à portée de tir avec une seule volée dévastatrice. Il a également considérablement renforcé les châteaux du navire pour fournir une couverture et un avantage supplémentaire aux soldats une fois qu'un navire anglais supposément handicapé pourrait être abordé. Il a également tenté d'augmenter le nombre de galères dans la flotte, car ces navires rapides pourraient attraper un galion anglais dans tous les cas, et particulièrement si les vents étaient légers ou entravaient la retraite. Cependant, dans ce dernier effort, il a échoué. Alors qu'il y avait 18 galères dans la zone de ces opérations, Philippe n'autorisait que les 4 plus anciennes et les moins bien entretenues à rejoindre l'armada, insistant sur le fait que les autres étaient nécessaires pour protéger les ports d'une répétition du raid de Drake, que ce soit par Drake ou par des pirates de la Méditerranée. Medina Sidonia a réussi à demi à réarmer les grands navires, dépouillant tout ce qu'il pouvait trouver d'artillerie lourde, y compris un énorme canon de siège qui avait été pris sur un navire amiral ottoman à Lépante, qui a ensuite été dûment monté sur le Trinidad Valenciera, comme une forme primitive de canon novaspinal. Cependant, les tentatives d'accélérer la production de canons lourds dans les fonderies d'armes de Lisbonne étaient de nature plus mitigée. Certains canons fonctionnaient bien, d'autres se sont avérés être un peu moins efficaces, et de nombreux canons assemblés à la hâte éclateraient ou laisseraient échapper des gaz en combat. Cependant, Medina Sidonia a également inventé un système d'envoi en masse pour ses ordres, créant un certain nombre de feuilles d'ordre préimprimées avec des espaces laissés pour les chiffres exacts et quelques espaces blancs supplémentaires pour des articles spéciaux, ce qui a considérablement réduit le temps qu'il lui fallait pour donner des ordres à divers navires et formations, puisque cela signifiait qu'environ 80% de toute l'écriture qui devait être faite avait été éliminée.
Il a eu beaucoup plus de succès à éliminer la pourriture parmi les provisions de la flotte et s'est ensuite attelé à maintenir les hommes en bonne santé, désignant 2 grands transports comme navires hôpitaux, les chargeant de fournitures pertinentes et envoyant des trousses médicales de base à tous les navires de la flotte. Il a également envoyé du matériel de navigation et a ordonné aux 6 marins ayant le plus de connaissances sur les côtes de la Manche de se réunir chaque jour pour préparer une série de 60 cartes qui seraient ensuite copiées pour chaque navire amiral d'escadron et d'autres grands navires à utiliser. 104 navires battus et inaptes ainsi transformés en mai 1588 en 150 grands navires prêts pour le combat, avec un certain nombre de petits auxiliaires. Entre ses propres forces, et Palmer, il aurait environ 45 000 troupes vétérans disponibles pour faire face en Angleterre, qui avait ses 12 000 meilleurs hommes répartis également entre le soutien aux Néerlandais et garder un œil sur l'Écosse. Le 11 mai, l'armada a commencé à prendre la mer, bien qu'une tempête ait ensuite provoqué un retard de 3 jours. Alors que la flotte reprenait sa route en pleine mer, chaque navire recevait des instructions sur divers lieux de rendez-vous au cas où la flotte ou une partie de celle-ci serait dispersée par le temps. Après une autre semaine de vent contraire, la flotte a jeté l'ancre au large de Lisbonne, épuisant simplement ses réserves, mais le 28 mai, le vent a changé et un total final d'environ 140 navires a quitté Lisbonne pour prendre la mer. Initialement, des vents constamment changeants ont poussé la flotte vers le sud, presque jusqu'à l'extrême pointe sud-ouest de la péninsule ibérique, avant de remonter progressivement vers le nord, puis le 9 juin, de fixer un cap vaguement droit pour Corona, à l'extrême nord-ouest de l'Espagne, afin de renouveler leurs provisions. Malheureusement, des signaux mal interprétés ou manqués ont fait que seuls 35 navires ont réussi à entrer dans le port, 9 navires ont continué à se diriger vers le nord pour la Manche, et le reste a jeté l'ancre à l'extérieur du port car ils n'ont pas réussi à s'approcher suffisamment avant la tombée de la nuit, puis une tempête s'est levée et a dispersé tous ceux qui n'étaient pas dans le port, endommageant gravement plusieurs navires. Medina Sidonia a vu cela comme un mauvais présage et a demandé à Philippe d'envisager d'annuler toute l'opération, mais progressivement les différents navires ont été réassemblés, et même ceux qui étaient partis en avance et avaient jeté l'ancre au large des îles Scilly, le point de rendez-vous assigné pour la partie du voyage au nord de l'Espagne jusqu'à l'entrée de la Manche, ont été récupérés et les réparations et le réapprovisionnement ont pu commencer. Philippe a refusé d'envisager d'annuler l'expédition et donc, avec une appréhension croissante, Medina Sidonia a rapidement commencé à préparer ses navires pour repartir en flotte une fois de plus, inquiet d'une contre-attaque anglaise comme le raid de Drake sur Cadix pendant qu'il était au port. Il avait raison d'être inquiet, comme nous l'avons mentionné plus tôt, alors que la première tentative anglaise de naviguer vers le sud pour attaquer l'armada à Lisbonne avait échoué, une autre avait été lancée, mais les mêmes systèmes de tempête qui avaient dispersé l'armada le long de la côte espagnole s'étaient déplacés vers le nord et avaient ralenti la flotte anglaise jusqu'à ce que les tempêtes se dissipent, laissant les navires du Lord Howard en panne de vent à seulement 70 miles de l'endroit où l'armada était ancrée à Corunna. Un vent du sud s'est alors levé et le 22 juillet, la flotte anglaise était de retour à Plymouth pour se réapprovisionner, ce qui était tout aussi bien car le vent portait l'armada vers le nord, ayant quitté le port le 21 la veille. Le 25, la flotte a été aperçue à l'entrée du chenal par un pêcheur cornouaillais qui est rentré chez lui pour annoncer la nouvelle. Il semblait que tout allait bien jusqu'à ce qu'une autre tempête se lève, dispersant à nouveau la flotte et amenant les 4 galères à abandonner totalement l'entreprise et à chercher un abri, leur structure s'avérant trop faible pour résister aux intempéries. De plus, la puissante Santa Ana, navire amiral de l'escadron Viscayan, s'est perdue et s'est retrouvée coincée au Havre. Mais la flotte a réduit la voilure, les retardataires ont rattrapé leur retard et le 29 juillet, l'armada a aperçu la côte anglaise pour la première fois. Devant eux, à moins d'une journée de navigation, se trouvait l'essentiel de la flotte de combat anglaise qui prenait encore des provisions à Plymouth. Mais quelle sorte de flotte était-ce? La Royal Navy était techniquement née des centaines d'années plus tôt avec Alfred le Grand, mais en tant que force de combat continue spécifiquement construite pour la guerre, par opposition à une collection de yachts privés parfois armés utilisés occasionnellement pour la sécurité maritime, il faut regarder du côté du père d'Elizabeth Miles, Henri VIII. Il avait d'abord construit une flotte qui était initialement basée sur une forme évoluée de la guerre navale médiévale, des navires armés de quelques canons, principalement antipersonnels, et l'accent principal étant mis sur les actions d'abordage.
Cette tactique avait changé au cours de sa vie et de nouveaux navires dotés d'une plus grande puissance de feu avaient été construits ou achetés, tandis que les anciens avaient été réaménagés pour transporter plus d'artillerie lourde. Ce dernier effort a eu des degrés de succès variables, car la rénovation de la Mary Rose avait laissé le navire très vulnérable à une rafale de vent qui l'a renversé sur le côté au milieu de la bataille du Solent. Cependant, les navires plus récents étaient toujours principalement construits autour d'une théorie d'un seul large côté massif, ou peut-être 2 ou 3, avant qu'ils ne se rapprochent pour embarquer. Après que ces deux frères et sœurs aient eu leur tour sur le trône, au début du règne d'Élisabeth, un certain nombre de ces navires étaient quelque peu âgés et donc prêtés à diverses expéditions, le Jésus de Lubeck en étant un, servant de navire amiral de l'expédition de Hawkins et Drake que nous mentionnons au début de cette vidéo. Mais il y avait quelques petites graines de ce qui allait venir dans la flotte d'Henri VIII, car tous ces navires n'avaient pas accepté ce paradigme particulier. La Grande Maîtresse, par exemple, portait une superstructure beaucoup plus basse pour sa taille, et pour sa taille portait également un armement de canons puissant, tout en manquant de nombreuses autres additions spécifiques qui étaient faites pour faciliter et défendre contre les actions d'embarquement. En tant que navire rapide, bas, principalement équipé de canons, même si elle était petite, elle était un indice de ce qui allait venir. Lorsque Henry est mort, la Royal Navy comptait 53 navires, mais la flotte avait souffert sous les règnes de son fils Edward et de sa fille Mary, tombant à 30, et la plupart de ces 30 étaient en mauvais état. Dans un élan d'ironie historique, dans bien des aspects, l'improbable sauveur de la flotte anglaise était en réalité Philippe II d'Espagne, le même roi qui cherchait maintenant à conquérir le pays et devait passer par cette flotte pour y parvenir. C'est parce que Philippe avait été marié à Mary Hyper et, en tant que tel, il s'intéressait à la défense de ce que, du moins lui, considérait comme sa dernière acquisition, même si ce n'est pas tout à fait ainsi que l'Angleterre considérait cet arrangement particulier. Dans une lettre extrêmement clairvoyante au conseil privé qu'il a probablement regretté par la suite, Philippe a écrit « Sa Majesté royale comprend que la principale défense du royaume d'Angleterre réside en ce que ses navires sont toujours prêts et en bon ordre afin qu'ils puissent défendre le royaume de toute invasion. Il conviendra qu'ils soient toujours préparés et prêts. Cela a non seulement causé de grandes dépenses pour la réparation de la flotte restante, mais 4 grands galions ont été fraîchement posés. Un nouveau navire portant le nom de Mary Rose, le Lion, et 2 navires qui seraient renommés à la mort de Mary et à l'ascension d'Élisabeth, portant finalement les noms de Nonpareil et Elizabeth Jonas. Ces 4 navires se trouvent maintenant à Plymouth, attendant l'arrivée d'une flotte portant les bannières du même roi qui les avait fait construire. Cela signifiait que lorsqu'Élisabeth monta sur le trône, elle avait un total de 34 navires de guerre, dont la marine estimait que 22 valaient la peine d'être conservés et que tous les autres devaient être remplacés. Élisabeth approuvait cette évaluation, sauf pour l'un des navires plus anciens, le Jésus de Lubeck mentionné précédemment. 3 autres grands navires dans le style de l'ancien bord à bord ont été mis en chantier, l'Aide, le Triomphe et la Victoire. Cependant, à travers la flotte, le nombre de soldats transportés diminuait et le nombre de canons et de marins augmentait et les canons eux-mêmes étaient pour la plupart de lourds brise-navires, indiquant la réadaptation de la flotte à une nouvelle doctrine de bataille. Puis sont arrivées les années 1570 et un tout nouveau type de grand navire. L'histoire, ironiquement, a vu un nouveau navire toucher l'eau en 1573. Ses châteaux étaient bas, son rapport longueur-largeur était plus grand, ses ponts d'artillerie étaient plus longs, son artillerie lourde était plus nombreuse et son renflement était plus important. Elle était plus rapide, plus agile et plus difficile à monter à bord que tout autre navire de guerre de l'époque. Son nom était bien sûr Dreadnought. Elle a été suivie dans l'eau par un certain nombre de successeurs, certains construits pour la couronne, d'autres commandés en privé, mais presque identiques à leurs homologues royaux car les designs étaient soigneusement modélisés et dessinés avant d'être partagés dans divers chantiers navals. La Revenge, qui deviendra célèbre dans le conflit à venir, a été presque copiée 1 an plus tard par le Galleon Leicester, commandé en privé pour être utilisé dans la course. Les 3 navires étaient maintenant également ancrés à Plymouth. Dans la dernière partie des années 1570, le marin vétéran John Hawkins avait été mis à la tête de la Royal Navy et avait décidé qu'11 de ses galions de course supplémentaires devaient être construits,
et 12 des navires plus anciens, les plus appropriés, devaient être modernisés au plus près du même standard que possible. D'autres innovations ont été intégrées à ce programme. Les navires étaient équipés de mâts plus hauts, de cabestans au lieu de guindos, de pompes à chaîne au lieu de pompes à succion, d'une armature plus forte et plus fréquente, et d'une couche sacrificielle de planches pour protéger la coque elle-même des pires effets du taré, ce qui prolongeait la durée de vie de tout navire ainsi équipé. D'autres navires ont été intégrés à la flotte en provenance du secteur privé. Sir Walter Raleigh a commandé un navire nommé en partie d'après lui-même, comme c'était la pratique courante à l'époque. C'était l'Ark Raleigh, mais lorsqu'il a navigué au service royal, il est devenu le premier porteur d'un nom qui apparaîtrait encore de nombreuses fois au fil des siècles, l'Ark Royal. Mais malgré tous ses efforts, lorsque l'armada semblait prête à naviguer en 1588, l'élimination des vieux navires inaptes venait tout juste d'être compensée par la construction des nouveaux, et donc la marine royale elle-même ne comptait encore que 34 navires, pas même proche du nombre de navires que l'armada approchait avec. Et donc l'appel avait été lancé pour que tous les navires capables de combattre se rassemblent pour défendre leur patrie. Cela avait bien fonctionné pour rassembler la flotte qui avait attaqué Cadiz, et cela fonctionnait encore mieux maintenant. Les villes portuaires et les puissantes guildes de marchands de Londres ont engagé bon nombre de leurs navires, et divers navires de guerre privés, les corsaires, et même des navires marchands à propriétaire unique sont arrivés à Plymouth et dans d'autres ports anglais. La plupart étaient déjà lourdement armés, car tels étaient les périls de la navigation maritime à l'époque. Et ceux qui étaient considérés comme légèrement équipés ont réussi à trouver quelques canons de plus d'une manière ou d'une autre. Cela a abouti à une flotte qui comprenait tous des grands navires comme le Triomphe et l'Ark Royal, qui étaient sans doute l'équivalent de tous les plus grands galions de l'armada jusqu'aux embarcations dont le tonnage était mesuré en dizaines, dont la seule véritable utilité était le bombardement des navires espagnols généralement plus grands à longue distance. Les noms des navires reflétaient également la différence de composition de la flotte et de culture entre les deux camps opposés. Les navires de l'armada portaient des noms qui étaient presque tous religieux, d'une certaine manière. Une bonne partie d'entre eux portaient le nom de divers saints, tandis que les navires anglais étaient presque tous nommés d'après des personnes, des animaux, des qualités ou plus généralement des figures légendaires. En fait, l'absence de noms religieux est assez marquée, reflétant la phase quelque peu iconoclaste que traversait l'Angleterre à l'époque. Le don de Dieu, Vierge Dieu la sauve et le Raphaël étaient trois des très rares avec des connotations religieuses directes, bien que le navire amiral, l'Arche royale, en soit un autre évident. Mais dispersés à travers la flotte, il y avait des noms qui, comme l'Arche royale elle-même, réapparaîtraient encore et encore dans les annales de la marine royale à l'avenir, beaucoup en raison de leur performance dans les jours à venir. La plupart, Acates, Antilope, Arche royale, Mépris, Dreadnought, Lion, Merlin, Non ou Sanspareil, Revenge, Tigre, Triomphe, Vanguard et Victoire étaient déjà des navires royaux. D'autres, comme Diamond, Centurion, Hercule, Défense et Unicorne, étaient des navires marchands. Mais il y avait aussi beaucoup de noms répétés ou très similaires, dans certains cas à cause d'une tendance de l'époque à utiliser le type de navire. Comme partie du nom, le Bark Lamb, Bark Bond, Bark Bonheur, Bark Buggins, Bark Burr, Bark Hawkins, Bark Mannington, Bark St. Ledger, Bark Talbot, Bark de Bridgewater, Bark Potts, Bark Webb, Bark Halls, Bark Sutton de Weymouth, ainsi que le Galleon Dudley, Galleon Leicester, Galleon de Weymouth, Galleon Hutchins et Gallego de Plymouth illustrent cela. La reine était également un sujet populaire, avec au moins 9 navires ayant Élisabeth comme au moins une partie de leur nom, et puis il y avait les noms légèrement amusants. La flotte royale comprenait les puissants navires de guerre Fancy, Sun et Moon, ainsi que l'indice de mon rôle comme dans mon nom, Scout, et le spy légèrement trop évident. Parmi le reste de la flotte, on pouvait trouver le Chance, Spark, Pansy, Passport, Toby, Pippin, Revenge of Lyme, Azar of Feversham, Flyboat, Heathen of Weymouth, Rat of White, et au moins 3 navires différents appelés Mignon. La flotte était commandée par le seigneur Howard d'Effingham. Son père avait été Lord Amiral, et cette version du seigneur Howard avait également une certaine expérience en mer, acquise principalement en tant que jeune homme servant avec son père.
Il a été nommé Lord High Admiral en 1585, mais c'était autant ou plus en raison de son pedigree que de toute véritable expérience de conduite réelle de navire dans la bataille, bien qu'il ait, comme mentionné, une idée un peu plus précise de la façon dont les choses se passaient en mer que son adversaire direct dans l'armada, mais il était assez sensé pour s'appuyer sur les conseils de 3 commerçants expérimentés devenus corsaires, devenus chefs d'escadron dans sa flotte, John Hawkins, Francis Drake et Martin Frobisher, ainsi qu'un certain nombre d'autres marins expérimentés, corsaires, et quelques nobles qui avaient une certaine idée de la mer. Notez qu'être un noble ne vous excluait pas nécessairement d'être aussi un corsaire. Et c'est ainsi que le mot est arrivé à Plymouth à bord du Golden Hind le 28 juillet que l'armada avait été repérée en dégageant les îles Scilly, enfreignant la ligne de navires éclaireurs déployés pour surveiller son avance. La description du navire éclaireur en question qui est arrivé avec la nouvelle varie quelque peu selon la source, certains indiquant qu'il s'agissait d'un petit navire de 50 tonnes qui se trouvait seulement partagé un nom avec le navire amiral de Drake lors de sa précédente circumnavigation du monde, tandis que d'autres sources indiquent un navire plus grand qui servirait ensuite dans l'escadron de Drake avec un capitaine qui était apparenté à la fois à lui-même et à Hawkins, ce qui pourrait indiquer que ce Golden Hind était en fait le Golden Hind descendu de la Tamise dans l'heure du besoin, bien que, comme je l'ai dit, cela reste un peu flou. Cet incident a donné naissance à la célèbre scène d'un messager grimpant une colline pour trouver Drake et d'autres officiers supérieurs jouant à un jeu de boules. L'homme déverse avec urgence la nouvelle que l'armada a été aperçue, à quoi Drake répond laconiquement « Il y a du temps pour gagner ce jeu et battre les Espagnols aussi », souvent cité comme un exemple de bravade face à des chances écrasantes, et plus récemment nié par certains historiens plus incrédules, c'est en fait une rencontre tout à fait plausible. Le vent et les marées, à ce moment-là, étaient contre la possibilité pour la flotte anglaise de quitter Plymouth, et il faudrait plusieurs heures pour que les marées changent et que les navires commencent lentement à sortir du port, donc terminer le jeu ne prendrait qu'une fraction de l'intervalle jusqu'à ce que Drake et ses camarades soient réellement nécessaires dans le port. Rassemblant environ 105 navires à ce stade à Plymouth, la flotte anglaise a ainsi commencé le long processus de levée de l'ancre et de mise à la mer. Les autres formations attendaient dans des ports plus hauts sur la côte et aucun des officiers anglais n'était sous l'illusion d'arrêter l'armada à l'entrée de la Manche, mais néanmoins, les deux forces étaient maintenant en mouvement. Le lendemain, le 29 juillet 1588, la formation massée de navires espagnols a été aperçue depuis le continent pour la première fois alors qu'il passait le Lézard en Cornouailles, qui est presque le point le plus au sud-ouest de l'Angleterre. L'heure était venue pour tout le pays d'être mobilisé pour sa propre défense et conformément au plan élaboré depuis des années, un feu de signalisation a été allumé par les guetteurs sur les hautes falaises. Le signal a été aperçu par un autre feu de signalisation à environ 2 miles de là, les deux premiers d'une chaîne de centaines. Des feux de signalisation se sont allumés le long de la côte et à l'intérieur des terres à leur réveil. Ils ne pouvaient bien sûr pas transmettre de message détaillé, seulement celui qui avait été préarrangé comme signification des flammes, à savoir que les Espagnols arrivaient. Si vous aviez été là, survolant le royaume, vous auriez vu le signal se propager rapidement plus vite que n'importe quel homme ou cheval ne pourrait courir. En quelques heures, le dernier d'une chaîne qui s'étendait de la Cornouailles à Londres a dépassé le bord du bassin de la Tamise, quelque part dans cette zone. De nos jours, une vue d'ici surplombe une ville de plus de 10 millions de personnes qui s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. À l'époque, il restait encore une quinzaine de miles de villes et villages dispersés avant d'atteindre la ville elle-même. Mais c'était la dernière ligne droite, et lorsque le phare fut allumé et que les dernières pentes descendantes prirent leur élan et coururent vers les Rothems, le palais et la cour anxieuse savaient que l'heure des comptes était arrivée. Tout ce qui se dressait entre les Espagnols et Londres, c'était la Royal Navy, leurs alliés néerlandais plus haut dans la Manche, et le temps. Les deux parties ont fait appel à Dieu pour un miracle garantissant leur succès, mais il semblait qu'une réponse allait se faire attendre longtemps. De retour dans le chenal, avec des vents en rafale et des averses étant l'ordre du jour, une pénitence anglaise a jailli de la pénombre près des navires de tête de l'armada. Ces canons ont parlé en succession rapide avant qu'ils ne virent de bord et ne disparaissent à nouveau dans l'obscurité, poursuivis par des jets de gros boulets tirés après lui par l'un des plus grands navires de la flotte espagnole, des tirs qui ont heureusement échoué à atteindre leur cible.
Les premiers coups de feu de la campagne avaient été tirés et la grande lutte entre les flottes anglaises et espagnoles avait officiellement commencé.